Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 11 novembre 2017, voici les titres. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu au palais présidentiel deux personnalités présentes en Côte d'Ivoire. Il s'agit du ministre équato-guinéen chargé de la sécurité extérieure et le premier ministre du Burkina Faso. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a officiellement lancé les travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferké-Sédougou. Des travaux dont le coût est estimé à plus de 140 milliards de nos francs. Mondial 2018, les éléphants de Côte d'Ivoire n'iront pas en Russie. Ils se sont inclinés devant les lions de l'Atlas du Maroc sur un score de 2-0. Bienvenue dans ce 23h. Audience au palais présidentiel, le chef de l'État Alassane Ouattara a échangé avec le ministre équato-guinéen chargé de la sécurité extérieure et le premier ministre du Burkina Faso. Les discussions ont porté sur le point des relations entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays. À Ouattouri. À Abidjan pour présenter les opportunités d'affaires à ses frères et sœurs de la diaspora burkinabé, le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, est venu saluer le président de la République Alassane Ouattara et lui exprimer sa gratitude pour les marques d'attention et de fraternité dont il a été l'objet. L'occasion aussi pour Paul Kabatieba de faire le point sur sa mission en terre ivoirienne. Nous sommes arrivés ici pour échanger avec les frères de la diaspora sur les possibilités d'investissement de la diaspora au niveau du Burkina Faso et également pour échanger avec eux sur les journées économiques et commerciales qu'ils ont organisées. Alors, c'était un devoir pour moi de venir vous rendre compte que toutes ces manifestations se sont déroulées dans de bonnes conditions. La diaspora burkinabé est déterminée à venir accompagner le gouvernement du Burkina Faso pour la construction du plan national de développement économique et social. Alors, ils ont identifié un certain nombre de projets, notamment la création de petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, et même de très petites entreprises dans différents secteurs pour essayer donc d'apporter leur pierre à la construction donc, de l'économie nationale. Je voudrais également vous rendre compte qu'en marge de notre présence ici, le Premier ministre, mon frère Amadou Gon Coulibaly et moi, nous avons échangé sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, notamment les suites du 6e TAC qui s'est tenu à Ouagadougou. Comme vous le savez, Monsieur le Président, il y avait un certain nombre de décisions que vous aviez arrêtées avec votre frère, le président du Faso, Son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Donc nous avons fait le point de décisions qui ont été arrêtées et arrêté un calendrier pour leur mise en œuvre. Le ministre équato-guinéen délégué à la présidence chargé de la sécurité extérieure était porteur d'un message du président Obiang-Nguema au chef de l'État. La Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, ils sont en train de développer de bonnes relations d'amitié et de coopération. La Guinée équatoriale vient de nommer un ambassadeur résident à Abidjan. Ça fait 1 mois. Les autres aspects qu'on a discutés aussi avec son Excellence le Président de la République concernant la crise économique que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Beaucoup de pays africains, vous savez que la Guinée équatoriale, c'est un pays producteur de pétrole, mais avec la chute du prix du pétrole, nous sommes dans une situation aujourd'hui de récession économique. Donc, ce sont les choses qu'on a discutées avec le chef d'État. Le ministre équato-guinéen chargé de la sécurité extérieure a par ailleurs indiqué être venu confirmer la présence du président de la Guinée équatoriale, Obiang-Nguema, au sommet Union africaine-Union européenne. C'est un soulagement pour les populations de Hambol, Gbeke et de Tchologo. La réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferké-Sédougou va bientôt démarrer. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a officiellement lancé les travaux. Leur coût, 147 milliards de francs CFA. Herman Guivé. Les travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferké-Sédougou peuvent démarrer. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly donne le ton.
Financé dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement, le renforcement de la route Bouaké-Ferke-Sédougou, longue de 220 km, est une partie importante du corridor communautaire Abidjan-Ouagadougou, Ouagadougou-Bamako. La route traverse 3 régions du pays, le Bouaké, le Hambol et le Tchologo. D'importants moyens techniques seront déployés pour sa réhabilitation. La route du Nord, cette route dont l'intérêt stratégique pour notre pays n'est plus à démontrer, est dans un état de dégradation tel que l'emprunteur est devenu un véritable parcours du combattant pour les usagers qui y rencontrent des dangers de tous ordres. Les travaux seront réalisés selon les techniques de recyclage des chaussées. C'est la 2e fois que cette technique est expérimentée en Côte d'Ivoire après la route à couper Bangouanou. La structure de chaussée choisie est composée de 6 cm de béton bitumineux, de 12 à 14 cm de grave bitume et d'un recyclage en place. Cette structure est dimensionnée pour durer plus de 15 ans et est particulièrement adaptée au trafic lourd et intense que porte la route du Nord. Faciliter et assurer la circulation des personnes et des biens entre les régions du pays reste une priorité pour le gouvernement. Après le lancement des travaux de prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro à Thiébissou le 29 mars 2017, il est prévu le lancement de ceux de la section Thiébissou-Bouaké le 16 décembre 2017. Ainsi, à l'achèvement de tous ces travaux, dans 24 à 30 mois, nous aurons une autoroute d'Abidjan jusqu'à Bouaké et une route neuve de Bouaké jusqu'à Ouagadougou en passant par Ferke-Sédougou. Oui, c'est cela l'engagement de Alassane Ouattara, c'est cela l'engagement d'un homme de parole. Dans 3 ans, on aura une autoroute d'Abidjan à Bouaké et on aura une route neuve de Bouaké jusqu'à Ouagadougou en passant par Ferke-Sédougou. La réhabilitation de cette voie permettra également un accès plus rapide au port d'Abidjan pour l'intérieur du pays et les pays de l'Interland. Coût global des investissements, 147 milliards de francs CFA. Durée des travaux, 24 mois. Je vous invite à suivre les différentes réactions après le lancement par le Premier ministre des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferke-Sédougou. Nous venons de vivre une cérémonie exceptionnelle, présidée en personne par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a lancé le projet de réhabilitation de la route Bouaké-Ferke-Sédougou, qui est un projet qui était tant attendu par l'ensemble de nos populations. Nous sommes très heureux de cette manifestation et nous en profitons pour rendre un vibrant hommage à son Excellence le Président Alassane Ouattara pour sa grande vision stratégique du développement pour notre pays et également à l'endroit de Monsieur le Premier ministre pour ce geste qui nous va droit au cœur. Un grand moment pour les 3 régions, le Hambol, le Tchologo et le Bouaké bien sûr. Merci au Président de la République. C'est le début de la fin de notre calvaire, c'est le début de la sécurité dans la zone. Avant-hier, nous avons pris cette route de Korogo à Bouaké et nous savons combien elle est dégradée. Mais personne n'a perdu espoir. Tous les fils de Bouaké, Katiola, Niakara, Ferke, Korogo, avons tous gardé espoir parce que nous savons que le président Alassane Ouattara, tôt ou tard, finira par pencher sur cette question de la reconstruction, de la réhabilitation de cette voie. L'axe Bouaké-Ferke-Sédougou connaît un état de délabrement avancé, ce qui est source d'énormes difficultés de déplacement pour les populations des régions de Bouaké, de Tchologo et de Hambol. Voyager est pour ces populations un véritable calvaire. Notre reporter Herman Guivet a pratiqué ce tronçon. Kanawolo, Niakara, Fronan, nous sommes en route pour Katiola. Constat, plusieurs véhicules sont stationnés en bordure de route pour raison de panne technique. Des pannes qui, de façon générale, seraient liées à l'état de fatigue extrême de la route. Attendu pour des livraisons, le camion de Konaté Yacouba vient d'en faire les frais. Qu'est-ce qui a fait que ton camion s'est immobilisé sur la route?
tellement il y a trop de trous sur la voie là. J'ai rentré dans un trou, ça là est sorti. Un raccord de ça qui est cassé. Konaté Yacouba tient coûte que coûte à nous présenter le responsable de son retard. Le coupable désigné, le voici, un véritable cratère en pleine chaussée qui n'a laissé aucune chance au conducteur infortuné. Et généralement quand c'est comme ça, est-ce que le camion ne tangue pas? Ça peut tomber et ça augmente la consommation. Ironie ou coïncidence, un mécanicien n'est jamais loin. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous, les mécaniciens, là, ça nous arrange. Hein. Parce que nous, on est au nord ici, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, les camions qui passent là, s'il y a d'autres qui sont gâtés là, nous, on en profite en même temps pour réparer. Ça aussi, nous, on est là pour ça. Donc, même si la route là n'est pas arrangée, nous, en tout cas, moi, je ne me plains pas, quoi. Ah bon, donc c'est bon pour tes affaires, c'est ça? Voilà, parce que dans ça aussi, moi aussi, je mange beaucoup. Sinon, si la route est trop bonne là, ils vont passer, ça ne va pas se gâter, tout le monde va passer. Ah bon, moi j'ai mangé quoi? Une route en mauvais état qui profite à certains. On demande que les autorités n'aient qu'à arranger la voie là pour que ça évite beaucoup de pannes et beaucoup de dégâts sur la voie. Ce gros camion, lui, vient de terminer sa course dans un ravin. En essayant d'éviter les nids de poules, il s'est retrouvé les 22 roues en l'air. Les travaux de construction et de bitumage de l'axe Bouaké-Ferke-Sédougou datent des années 70. Ils ont bien besoin d'un souffle nouveau. Dégradation également au niveau des ouvrages d'assainissement à Yopougon, à Djamé et à Bobo. Le directeur général de l'agence de gestion des routes s'est rendu dans ces communes pour faire son constat. Chris Diomandé, Issaïou. De l'eau usée ruisselant sur la chaussée à partir de ce canal. C'est dans la commune d'Atekoubé. À quelques mètres de là, sur cette voie dégradée, la circulation est lente. Des caniveaux bouchés. Le constat est fait par le directeur général de la Géroute au cours d'une visite de terrain dans plusieurs communes, notamment Yopougon, à Djamé et à Bobo. Des ouvrages d'assainissement mal entretenus qui occasionnent la dégradation du bitume. Pendant cette visite, Pierre Demba a dénoncé les dégâts causés par le mauvais usage des outils de drainage. À ce poste depuis le mois d'août, le premier responsable de l'agence de gestion des routes s'est fixé comme objectif la pérennisation des infrastructures routières. Pour y parvenir, les populations sont invitées à un changement de comportement indispensable à la préservation et à l'entretien du patrimoine routier. Dans le domaine de l'économie, la Bourse régionale des valeurs mobilières, la Bourse de Casablanca et la Bourse de Londres se sont coalisées afin de faire des PME, PMI ivoiriennes de véritables créatrices de richesses et donc d'emplois. Un programme dénommé Elite BRVM Lounge a été conçu dans ce sens pour les PME de la zone UEMOA. Son lancement a mobilisé le monde de la finance locale et les autorités politiques. Noé Gnagnou. Les PME, petites et moyennes entreprises, c'est 95% des entreprises dans l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. En Côte d'Ivoire, elles représentent 80% des entreprises recensées. Or, elles ne pèsent que 18% du produit intérieur brut et reçoivent moins de 12% des crédits à l'économie. Outiller les PME leur permet d'avoir accès à des ressources longues, devient une exigence nécessaire à l'émergence d'une économie africaine compétitive. Comment le faire? Une piste de solution. L'exemple de réussite du programme Élite, la bourse de Casablanca. C'est un programme que nous avons adapté dès le départ aux besoins exprimés par les entreprises marocaines et nous avons mis en place un certain nombre de modules qui répondent aux besoins de ces entreprises. Depuis le lancement en avril 2016 d'Élite au Maroc, nous avons eu 4 promotions en avril 2016, puis en novembre 2016 et récemment la 4e cohorte d'Élite, ce qui porte aujourd'hui à 48 le nombre de PME qui ont rejoint le programme Élite. 48 entreprises qui opèrent dans 16 secteurs d'activité différents, qui réalisent ensemble 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploient 11 000 personnes. Sur cette base, la Bourse de Londres, la Bourse de Casablanca et la BRVM ont décidé de fédérer leurs moyens avec pour finalité donner aux entreprises de l'UEMOA les outils de leur participation à l'avènement d'un tissu de PME compétitive. C'est l'essence du programme Élite BRVM Lounge. La BRVM permettra aux PME de notre union
d'accéder à des ressources longues qu'elles ne pourraient pas avoir autrement, de renforcer leur notoriété, d'accroître leur visibilité, d'avoir une valorisation permanente et surtout de changer de dimension. Les 3 bourses ont signé une convention saluée par le secrétaire d'État au nom du Premier ministre, ministre du Budget, du portefeuille de l'État, parce que innovante. Au siège de la Bourse de Londres, le 14 septembre 2017, que l'occasion fut donnée au Premier ministre d'apprécier une présentation du projet qui nous rassemble ce jour. Je salue donc la concrétisation rapide de ce projet, ainsi que les perspectives de financement qui seront dorénavant offertes aux PME à travers sa mise en œuvre. Le programme Élite BRVM Lounge est un escalier à 4 temps. La formation d'abord, le coaching ensuite, puis la capitalisation des acquis, enfin l'accès des PME à la bourse des valeurs mobilières. En sécurité, la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre fait le point de ses activités. Que retenir de ce bilan? Les explications d'Olivier Iriebi et Abou Sanougou. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre dresse son bilan pour l'exercice 2017. 1200 déposants d'armes des régions de Gbeke, du Poro, du Tonkwi, du Kavali, du Kabadougou et de la commune d'Abobo ont bénéficié de 57 projets collectifs et 30 projets communautaires cette année. Au regard des objectifs qui étaient fixés, on peut dire que le bilan est positif. Mais il faut quand même atténuer. Tant qu'il y aura une seule arme en circulation illicite, on ne sera jamais satisfait de notre travail. Le bilan est certes positif, mais il y a mieux à faire parce qu'il y a encore des armes en circulation et malheureusement, les événements de l'Ouest sont là pour le témoigner. Pour le secrétaire adjoint du Conseil national de sécurité, les rapports améliorés entre l'armée et la population vont davantage renforcer la sécurité des personnes et des biens en Côte d'Ivoire. Il faut apprécier le sentiment de sécurité des populations avec ce que nous avons vu par le passé ou avec ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, on sent que l'activité économique a repris, les citoyens peuvent vaquer librement à leurs occupations. Il y a encore des activités à faire, il faut améliorer les choses. Cet état de fait réjouit la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale qui s'apprête à valider un avant-projet de loi sur les armes légères et de petit calibre. Depuis 2009 jusqu'à ce jour, les activités de la Comnat ALPC ont permis de détruire 18 216 armes, 13 645 autres armes, 706 935 munitions et 2633 grenades collectées. Avec la réhabilitation des 13 armureries de la police nationale, 6 de la gendarmerie nationale et une des forces armées de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique, le parti Union des Nouvelles Générations, UNG de Stéphane Kipré, célèbre ses 10 ans d'existence. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel Bellecote à Abidjan. C'était l'occasion pour les militants de plancher sur les perspectives du parti, notamment le renforcement des bases dans les hameaux les plus reculés. Alexis Ouedraogo. L'Union des Nouvelles Générations, UNG, a 10 ans. Ce samedi, le parti a fait la fête. Moment de retrouvailles, mais aussi occasion de présenter les perspectives, notamment en matière de communication. Le cap, c'est sur 2018. Il va consister à continuer de consolider donc les sections et les bases et les délégations qui existent déjà, mais également à aller jusque dans les hameaux pour continuer d'implanter et de nous adresser aux Ivoiriens qui certainement ont soif de nous rencontrer. Plusieurs responsables et représentants de partis frères n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Rendons-nous au Libéria. Que deviennent les anciens miliciens des guerres civiles qu'a connu ce pays? On les rencontre dans les rues de Monrovia. Ils sont nombreux à faire de petits métiers pour survivre. Mais la voie de sortie reste encore fermée pour ces ex-miliciens. Ils ont accepté de raconter leur vie au quotidien à notre envoyé spécial, Gabriel Zanou. Des immeubles perforés par les balles, Monrovia garde encore des stigmates des violences qu'elle a subies sur ses murs. Pourtant,
dans ces rues chaque jour. Certains témoins de la guerre essaient de se reconstruire. Béni Garté est l'un de ces nombreux témoins devenus acteurs de la guerre civile à l'adolescence, enrôlé de force à 14 ans. Le 6 avril 1996, quand Yuli Moké, un groupe de miliciens et NPLF, le Front patriotique national du Libéria, ont décidé de former une alliance pour chasser d'autres groupes de combattants. Nous étions des miliciens non entraînés au combat. C'est par la grâce de Dieu que nous avons survécu et nous autres, nous étions obligés de faire la guerre. On n'avait pas d'autre choix parce que nous étions assis en train de fumer. Ils nous ont pris et entraînés de force. Voilà comment j'ai rejoint la révolution. Voilà comment nous étions dans la rue en train de tuer des innocents. Affilié à la milice Eagle Fire, sous les ordres de Eagles Ace, son commandant de l'époque, Béni a servi de combattant de 1996 à 2003, soit 7 ans dans la deuxième guerre civile qui a secoué le Libéria. Aujourd'hui, après la guerre, je remercie Dieu d'avoir survécu avec toutes les balles que j'ai reçues. Je suis revenu et j'ai décidé de devenir cireur de chaussures. Être dans le ghetto en train de fumer chaque jour ne peut pas m'aider. Ma vie régresse. C'est un ami qui m'a montré ce travail. Il s'appelait Kansomen. Il m'a montré comment recoudre les chaussures et petit à petit, je suis devenu professionnel. Je gagne au moins $1000 libériens par jour. Aujourd'hui, il passe ses journées assis au pied de cet immeuble en cirant des chaussures pour quelques dollars libériens. Il lutte contre ses nouveaux ennemis, l'oisiveté et la faim. Béni Garté n'est pas seul dans le centre-ville. Des centaines de jeunes s'y retrouvent chaque matin. Certains tiennent de petits commerces, d'autres s'accrochent à des métiers précaires. Après la guerre, on a été trahis. Ils ne nous ont pas bien traités. Ils nous ont gardés 4 jours à Kantouma. Mais avant d'aller dans ce camp, nous sommes partis à Chafri, puis à VEA dans le centre de désarmement. Mais il n'y a pas eu de formation, rien du tout. On te désarme après 4 jours, tu reçois un kit et de la nourriture. On n'a pas eu de formation de 6 à 7 ans pour apprendre quelque chose de bon en sortant du camp. Howard, 31 ans, a intégré sa première milice le 12 avril 1993 pour se défendre. Je ne veux pas que la guerre reprenne, mais si la guerre reprend, je ne peux pas m'asseoir et regarder une personne pointer son fusil vers moi, parce qu'un soldat reste toujours un soldat. Donc, je ne peux pas être effrayé par ce qui va arriver encore, parce que c'est la même chose et je dois me protéger. Monrovia n'est plus certes tiraillé entre les groupes de milices, mais la vie des ex-miliciens est prise en étau entre le désir de vivre une vie décente et le manque d'une politique de réinsertion socio-professionnelle. Retour dans le pays pour parler culture. L'historien congolais Elikia Mbokolo est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 10e édition du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Spécialiste de l'histoire sociale, politique et intellectuelle de l'Afrique, l'homme est un fervent défenseur de la culture du continent. Notre reporter Serge Kolia l'a rencontré. Le producteur de l'émission Mémoire d'un continent sur RFI a accepté de partager avec lui sa vision de l'Afrique. Mémoire d'un continent. Elikia Mbokolo. Son nom rime avec l'émission radiophonique Mémoire d'un continent, diffusée depuis 1994 sur RFI. Elikia Mbokolo fait partie de ces intellectuels africains qui croient en l'avenir du continent. Jamais dans le monde, un continent n'a eu autant de jeunes que l'Afrique aujourd'hui. Ça veut dire que nous portons en nous une révolution. Et je pense que ça va être la révolution par la culture, c'est-à-dire par la créativité. Et cette créativité va générer des effets économiques. Elikia Mbokolo se dit admiratif du dynamisme culturel constaté depuis de nombreuses années en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire joue sur plusieurs tableaux. Le tableau de la culture, disons, traditionnelle, mais aussi le tableau de la culture, disons, moderne. On voit que dans ce domaine profond de la culture, l'actuel ministre de la Culture et derrière lui le gouvernement et la présidente de la République qui le soutiennent montrent qu'on veut vraiment aller de l'avant. C'est ça la culture, regarder devant soi
en sachant qu'on est adossé sur un passé qui nous supporte. En cette année 2017, c'est la deuxième fois qu'il vient en Côte d'Ivoire. D'abord pour le lancement de la route de l'esclave, ensuite pour la 10e édition du prix Ivoire de la littérature africaine d'expression francophone en tant qu'invité de l'association Aquaba Culture. En sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas tenu bon face aux Lions de l'Atlas. Ils ont été défaits par 2-0 et n'iront pas au Mondial 2018 prévu en juin prochain en Russie. Seydou Koulibaly. Un match engagé dès l'entame de la partie. Le Maroc résiste bien à la poussée des éléphants qui manquent de percussion dans la finition. Et alors que les Ivoiriens semblaient prendre le contrôle du jeu, c'est le Maroc qui trouve l'ouverture au score à la 25e minute. Une tête décroisée de Nabil Dirar permet aux Lions de l'Atlas de prendre l'avantage au tableau d'affichage. Un coup de massue, pas encore digéré par les éléphants, que voilà Mehdi Benatia reprendre au cœur de la défense ivoirienne un centre pour corser l'addition 5 petites minutes juste après. Le Maroc mène alors 2-0 et tiendra ce score jusqu'à la pause. Une pause après laquelle il ne lâche pas la pression et s'offre la première occasion de but de la seconde période de jeu, dès le retour des vestiaires. Sans véritable engagement, les éléphants ne parviendront pas à bouger les lignes chérifiennes. Le Maroc, mieux organisé tactiquement, ne cédera pas et va s'offrir une victoire de prestige sur les Ivoiriens. Et surtout, un ticket pour Russie 2018. Le reportage de Seydou Koulibaly est commenté par Metch Samuel. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. Au revoir.